Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leurs recherches, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Imaginez un monde sans Instagram, sans Wikipédia, ni TikTok. Imaginez un monde où tout se partage à l'écrit, où tous les témoignages sont envoyés par des lettres à des courriéristes plutôt qu'à une boîte de courriel. Vous venez de comprendre un peu comment les magazines féminins ont longtemps fonctionné. À première vue anodin, les magazines et les journaux ont longtemps servi d'outils d'accès au monde extérieur, comme l'explique mon invité dans l'intro de son mémoire de maîtrise. Aujourd'hui, je reçois Maude Savaria, détentrice d'une maîtrise en histoire, qui a étudié le discours sur le genre dans la presse écrite au Québec. J'avais vraiment hâte de discuter avec une autre historienne, parce que dans une discipline aussi conservatrice que l'histoire, l'idée d'adopter une démarche ou un regard féministe passe encore très mal. J'avais aussi vraiment hâte de lui parler parce que moi aussi, pour ma maîtrise, j'ai analysé le discours d'un magazine, le fameux Filles d'aujourd'hui, qui était très populaire à son époque dans les années 1980. J'ai lu avec grand intérêt le courrier du cœur, regardé les tests de personnalité et ri devant les suggestions de maquillage qui sont considérées vraiment intenses aujourd'hui. J'ai été surprise de tout ce que les magazines révélaient sur la construction des féminités et sur ce qu'on attend des femmes en société. Encore aujourd'hui, à la sortie de l'épicerie, je m'empêche de m'acheter un magazine cool ou La Semaine pour lire ce qu'on dit aux femmes dedans. Ça me ferait probablement saigner des yeux un peu. Donc, bonjour Maude, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeuristes pour que ces personnes-là te connaissent un peu mieux? Oui, bonjour, je m'appelle Maude Savaria. Je suis actuellement archiviste pour la ville de Trois-Rivières. Mon background, c'est un bac et une maîtrise en histoire à l'UQAM et un certificat en gestion des documents et des archives à l'UQAM également. Donc, j'ai fait ma maîtrise sur une journaliste qu'on va parler aujourd'hui. Mais sinon, mes intérêts en général là, en histoire, c'est l'histoire des femmes, l'histoire des ouvriers, l'histoire de la marge, en fait, là, tout ce qui est pas histoire blanche mainstream, homme, politique, c'est pas mal ça mon intérêt. Sinon, un autre fait à savoir par rapport à moi, c'est que je suis très féministe. On aime ça au podcast habituellement, donc bienvenue au podcast. Puis, si t'es prête, on va passer au premier volet de questions, que c'est vraiment plus des questions d'ordre général. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu qui est Colette? Oui, donc Colette, c'est une journaliste. Son vrai nom, c'est Édouard Dutant-Lesage. Elle est née en 1875 et décédée en 1961. Elle vient d'une famille de cultivateurs de Saint-Léon de Masquinongé, là, c'est dans le bout de Louisville. Euh, mais elle déménage à Montréal en 1887 où elle va vivre avec ses 3 sœurs. Et c'est une des premières femmes journalistes francophones au Québec qui va vraiment vivre de sa plume à 100%. La première, c'est Robertine Barry en 1891, puis Colette, elle commence à écrire en 1898. Mais elle fait partie donc de la génération là, des pionnières, des femmes journalistes. Mais il n'y a presque rien d'écrit sur elle avant mon mémoire. Puis elle a écrit pendant plus de 50 ans. Donc, c'est quand même très intéressant. Et elle écrivait un courrier du cœur. Puis, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu du journal La Presse? Est-ce que, dans le fond, là, c'est un magazine populaire aujourd'hui, mais est-ce que c'était le cas à l'époque que tu as étudié? Oui, donc Colette, elle écrivait pour le journal La Presse, qui est le même journal là, qu'aujourd'hui, euh, mais papier, bien sûr. Puis ça a commencé à la fin du 19, ouais, à la fin du 19e siècle que le journal La Presse commence à être édité. C'est un grand quotidien d'information et c'est le début de ce genre de journal-là. Donc, les journaux avant, c'était des journaux d'opinion qui étaient subventionnés par les partis politiques. Donc, il y avait un journal conservateur, un journal libéral. Là, on a un grand quotidien d'information. C'est un journal populaire, qui est subventionné par les revenus publicitaires.
Et c'est le journal le plus populaire chez les francophones. En 1909, donc au début de la période, là, Colette, elle a écrit de 1903 à 1956 pour le journal La Presse. Elle a commencé en 1898 pour un autre journal qui appartenait à la presse aussi. Il y a 100 000 exemplaires de vendus en 1909 par jour. La ville, elle a 100 000 foyers francophones environ. Il y avait beaucoup de... donc, c'est 100 000 foyers francophones en 1909 pour 100 000 exemplaires par jour, mais c'est pas juste la ville de Montréal, il y a vraiment la francophonie québécoise qui est desservie par la presse, donc québécoise, canadienne et américaine, parce qu'il y a beaucoup de francophones là, aux États-Unis à cette période-là. Et en 1955, à la fin de la période où est-ce que Colette écrit, c'est 283 000 exemplaires le samedi, qui est la plus grosse édition. Donc, c'est vraiment un gros auditoire et son public cible, c'est vraiment à la presse, c'est vraiment tout le monde qui sait lire, mais on faisait aussi la lecture à voix haute aux autres qui ne savaient pas lire. Donc, c'était vraiment quelque chose là, qui était qui affectait vraiment toute la communauté francophone. Oui, puis c'est vraiment puissant d'imaginer que dans 200 000 foyers francophones, il y avait au moins un exemplaire de la presse. C'est fou à quel point c'est un outil comme pour incroyable pour reach finalement les gens. Oui, oui, puis pour spécifier là, la popularité du courrier de Colette, qui est la page là, qu'on va parler aujourd'hui, là, qui est la page de Colette, c'est 100 à 400 lettres par jour qu'elle va recevoir à la presse et qu'elle va répondre. Elle répondait, selon elle, à toutes les lettres. Donc, c'est quand même énorme. Là. 100 à 400 lettres, là, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et elle répondait à la main. Elle écrivait à la main, puis elle faisait taper son typographié là, par quelqu'un d'autre. Là. Donc, c'est beaucoup, Ça veut dire beaucoup qu'il y de avait stock. beaucoup de personnes qui avaient des questions concernant leur intimité et les relations de couple, là, d'après moi. Oui, c'était là-dessus, mais aussi sur tellement de sujets différents. Je peux peut-être, j'ai une petite, je me suis fait une petite liste d'exemples. Est-ce que tu veux que je les dise? OK. Bon, que faut-il porter lors d'un thé dansant? Est-ce qu'une femme est présentée à un homme ou le contraire? Ça, c'est des questions d'étiquette. Comment on se débarrasse des insectes indésirables dans la maison? Wow! Comment on gère une relation délicate avec sa belle-mère? Vont demander des questions de généalogie. Quelle est l'origine de la famille Beaulieu, par exemple? Quelle est la recette pour un tonic sur les poumons? Donc, des recettes de grand-mère qu'on appellerait aujourd'hui. Là, ils vont demander ça. Quand doit-on avertir notre propriétaire avant de quitter un logement? Quelle est la formation pour devenir garde-malade? Quels sont les livres qui sont recommandables pour les jeunes filles? Qui est prêtre de telle paroisse? Comment on fait pour se faire inviter par un jeune homme? Quel prétendant choisir? Donc, si on hésite entre deux prétendants. Comment garder son mari à la maison? Comment obtenir une séparation légale? À quel âge doit-on commencer les fréquentations? Et est-ce qu'on a le droit de rester célibataire? C'est le genre de questions qui va se passer. Donc, c'est vraiment là, à question de Google à des questions vraiment plus poussées là, sur la vie sentimentale des correspondants. Mais c'est fou, c'est vraiment des sujets variés, mais c'est comme, tu sais, je vois vraiment que c'est un outil de socialisation finalement, comme, tu sais, ça montre beaucoup aux gens comment faire les choses, puis, tu sais, de quelle façon s'y prendre finalement. Dénote beaucoup du besoin d'information des gens. Tu sais, les gens ne savaient pas où aller chercher les informations, autant que ce soit la mode, l'étiquette en société, comment se comporter en société, où aller chercher les informations, mais ils ne savaient pas où. T'sais, nous, on va sur Internet, on peut tout trouver. Mais là, c'était les journaux, puis les journaux étaient perçus comme une source fiable d'informations. Fait que c'est là qu'on a à chercher. Là, c'est vraiment intéressant. Puis la prochaine question a plus ou moins rapport avec ce qu'on vient de dire, mais j'ai quand même envie de t'entendre parce que tu expliques que les femmes journalistes de l'époque de Colette doivent naviguer dans un univers médiatique masculin et qu'elles doivent s'adapter.
Penses-tu que certaines d'entre elles censuraient leurs propos ou évitaient de montrer des images trop émancipées de la féminité, par exemple? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, au début du 20e siècle, il y a déjà une censure qui se fait par l'Église. L'Église, s'il y a quelque chose dans les journaux qu'ils n'aiment pas trop, ils vont, euh, ils vont, ils vont aller parler aux propriétaires des journaux, au boss des journalistes, puis ils vont dire quelque chose, là, ils vont faire des réclamations. Donc, il y a déjà une censure en général qui est, faut pas parler de certaines choses. Le sur quoi est la censure, ça peut différer aussi là, selon l'année et tout. Euh, Ensuite, les femmes journalistes, ben, il y en a une ou deux par journal et elles sont confinées aux pages féminines. Donc, elles vont seulement écrire pour les pages féminines. Elles vont pas, euh, elles vont pas aller ailleurs. Donc, il y a quand même un certain, comment je dirais, euh, un certain spectre de sujets qui leur est alloué, mais elles vont négocier quand même. Elles vont arriver à mettre les sujets qu'elles veulent parler sous le spectre de la sphère féminine. Par exemple, elles vont parler d'éducation des enfants. euh, alors que c'est un sujet, bon, les experts en éducation, c'est des hommes ou c'est les médecins, mais elles vont parler d'éducation des enfants parce que c'est un sujet quand même qui vient toucher à la sphère féminine. Donc ça va. Au niveau de la censure aussi, bon, il y a le nom de plume, donc c'est toujours un nom de plume. Colette, c'est son nom de plume, juste Colette. Par contre, elle va devenir Colette le Sage, là, euh, au niveau c'est comme un peu son nom public. Puis même dans les annuaires, par exemple, ça va être ça qui va être, ça va être Colette, là. Puis des fois, c'est Edwardina, des fois, c'est Colette, ça dépend des années. Fait que ça s'est vraiment fusionné là, dans ces deux personnalités, mais il y en a d'autres femmes journalistes que c'est vraiment deux noms différents, puis qui vont vraiment faire cette rupture-là. Colette en particulier, il faut vraiment qu'elle fasse attention dans ses opinions parce qu'elle est célibataire. Donc, elle n'a pas de mari ou de mari riche comme certaines autres femmes journalistes pour la protéger ou de mari propriétaire de leur propre journal. Là, Joséphine Marchand-Naziran, c'était ça, qui est une autre femme journaliste de la même époque. Donc, il fallait vraiment qu'elle fasse attention à ça, mais aussi parce qu'elle est célibataire, donc elle peut pas faire de faux pas là, au niveau de sa vertu, là, faut pas, elle peut pas déroger. Donc, au niveau des sujets qu'elle aborde non plus, elle peut pas déroger beaucoup des normes actuelles, catholiques, euh, féminines. C'est ça. Donc, elle avait pas une liberté, mais elle va quand même aborder certains sujets. Puis des fois, elle va répondre de manière très conservatrice, mais la lettre met une autre opinion dans le journal. Donc, il y a ce paradoxe-là à faire aussi là, entre les deux. Puis Colette, elle était très bien perçue par ses collègues journalistes. Donc, ils vont l'inviter ils l'inviter et l'honorer là, dans des, euh, des soupers d'associations de journalistes, dans des congrès, à la presse. Donc, elle était très, très respectée comme une femme de lettres. Par contre, elle a un profil assez discret en général. Donc, elle a participé à plein de choses, mais c'était pas la tête d'affiche. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a perçue au niveau de l'histoire comme une personne plus conservatrice, mais c'est pas la tête d'affiche, là. On compare souvent, vu qu'elle a fait de sa vie le courrier du cœur, on la compare à Jeannette Bertrand qui avait un courrier du cœur dans les années 50. Donc, elles se sont côtoyées. Et là, il faut savoir que dans les années 50, Colette, elle avait 80 ans. On la compare à Jeannette Bertrand, qui était une jeune femme. Le public n'est pas le même, là. C'est certain, puis c'est normal qu'elle n'ait pas évolué au point de Jeannette Bertrand qui parlait de sexualité dans le journal dans les années 50. Tu sais, c'est pas. Oui, puis justement, Faut pas la comparer à ça, tu sais, selon moi. Puis aussi, elle a eu une réputation de très conservatrice parce que un chapitre de livre lui a attribué un article anti-droit de vote
mais l'article n'est pas signé et rien n'indique que c'est une femme qui l'a écrit. Donc, moi, je suis comme, je ne crois pas que c'est Colette. Puis en plus, l'article est publié en première page du journal. Colette n'a jamais écrit en première page du journal. Elle a toujours écrit dans les pages féminines et elle signait ses articles la plupart du temps. C'est sûr que s'ils sont pas signés, je peux pas savoir si c'est elle qui les a écrits, mais ça sonnait pas. En fait, elle ne faisait que pas se prononcer pour préserver son droit acquis. C'est sûr, c'est ça. Elle était célibataire, elle vivait avec ses 3 sœurs célibataires aussi. C'était la seule qui avait un travail en dehors du foyer, donc il fallait qu'elle garde son emploi. Elle n'avait pas le choix, là. Oui, puis tu as un peu répondu à ma prochaine question en discutant là, des réponses de Colette, mais j'aimerais beaucoup que tu nous parles, dans le fond, du niveau de liberté que Colette accorde aux jeunes filles qui lui écrivent en disant, par exemple, qu'elles ont eu un partenaire avant le mariage ou qu'elles font des sorties fréquentes avec les garçons, ce qui ne devait pas être très, très bien vu à l'époque, mais j'aimerais que tu nous dises un peu comment Colette réagissait à ça. Est-ce que elle avait, comme tu disais, une position plus conservatrice ou ça tendait un petit peu plus comme vers quelque chose de progressiste? Par rapport aux fréquentations, il y a beaucoup, beaucoup de règles pour les fréquentations et c'est une source d'angoisse constante. En fait, la jeune fille, elle a un choix à faire, puis elle n'a pas beaucoup de choix dans la vie. C'est le choix de son prétendant. Soit elle choisit son prétendant, soit elle choisit la vie religieuse, soit elle choisit d'être célibataire, qui est le troisième choix qui est peu promu à l'époque, mais que Colette va promouvoir beaucoup parce que c'est le choix qu'elle a fait, elle et ses sœurs en plus. Elle dit souvent vaut mieux ne pas se marier que mal se marier, qui est une grande preuve d'agentivité qu'elle va donner aux jeunes femmes. Elle dit vraiment qu'il faut faire attention. C'est sûr qu'il y a plein d'autres petites règles. Quel âge on commence? Et des fois, elle va se contredire là, dans ces règles-là. Okay. Donc, elle va dire que 19 ans, c'est trop jeune pour se marier, on ne sait pas ce qu'on veut, mais à quelqu'un d'autre, elle va dire, ben oui, si vous avez le bon âge pour se marier. Selon moi, selon les lettres que j'ai lues, ça a plus rapport avec la situation sociale, la situation familiale, la situation monétaire des personnes. Si la jeune fille, elle est orpheline, si elle a 19 ans, ben c'est bien qu'elle se marie parce qu'elle va avoir quelqu'un pour l'appuyer et quelqu'un pour la préserver aussi, préserver sa vertu. Parce que si tu n'as pas de famille, mais il n'y a personne qui te surveille et qui surveille ton comportement, qui garantit ton comportement. Donc, les fréquentations aussi, une fois les fréquentations, c'est toujours à la maison de la jeune fille ou avec un chaperon ou une sortie de groupe, par exemple. Mais une sortie juste le couple, sans personne, ben là, ça, c'est très mal vu parce qu'il pourrait arriver des malheurs. Et des malheurs, il y en a beaucoup qui se passent. On en voit beaucoup passer dans le courrier du cœur. Les jeunes filles qui se demandent, bon, il m'est arrivé ça. Des fois, c'est consentant, des fois, non. Ça dépend. Il y a aussi, des fois, c'est consentant, mais c'était de la séduction. Dans le fond, c'est le crime de séduction existait à l'époque, là, qui est de promettre le mariage pour avoir des faveurs sexuelles. Donc, il y a ça aussi, mais au final, la jeune fille est quand même perdante là, par rapport à ça. La seule chose qui peut sauver cette situation-là, c'est de se marier, en fait. Donc, oui, il y a une certaine négociation qui est possible. Elle va surtout inciter là, aux jeunes filles d'être sérieuses puis de penser avec leur tête et pas avec les passions de jeunesse, puis de vraiment faire attention là, à leur choix de vie. Puis, j'aimerais savoir, tu as un peu répondu à la question il y a quelques minutes, mais les lectrices, elles s'expriment parfois sur des sujets qui sont vraiment intimes, là, comme celui que tu viens de nommer, parce qu'elles peuvent conserver un certain anonymat, j'imagine, parce qu'elles ne signent pas nécessairement leur nom.
Puis, j'aimerais savoir s'il y a certaines réalités qui sont habituellement peu discutées dans l'espace public qui sont exposées dans le courrier de Colette. Oui, dans le fond, toutes les lettres sont signées d'un pseudonyme. C'est jamais le vrai nom de la personne. Les pseudonymes sont très variés. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages, puis plus la période avance, plus il y en a. Des témoignages qui sont vraiment là, des cris du cœur. Là. C'est vraiment, je raconte ma vie, un peu pour avoir un conseil, mais surtout parce que j'ai le besoin de raconter ma vie puis d'avoir un appui. Tu sais, c'est plus ça, là, c'est plus comme je vais être validée dans mes émotions. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de psychologue là, à cette époque-là. Puis c'est aussi une époque où il y a beaucoup, les femmes vont déménager à la ville pour avoir un emploi avant de se marier. Donc, elles sont loin de leur famille. Sont pas nécessairement là, dans le village où elles sont nées. Ils n'ont pas nécessairement un système de support avant de se marier ou dans leur mariage. Donc, c'est important aussi là, de ce contexte-là de l'exode rural là, qu'on a appelé en histoire du Québec fait en sorte qu'il n'y a plus le lien de, de transmission de connaissances qui se fait, mais aussi d'appui. Euh, donc, Colette vient servir de ça. Puis là, puis il y a aussi, bon, toute la question des tabous. Les agressions sexuelles, l'harcèlement sexuel au travail, les tensions dans le couple, la violence conjugale. Tout ça est tellement tabou, t'en parles pas à personne. T'en parles à ton confesseur. Mais là, ton confesseur, qu'est-ce qu'il te dit? C'est ça. Est-ce qu'il est un appui? Ça dépend. Donc, Colette vient être une possibilité d'appui et ça peut être un appui réel ou ça peut être un appui imaginé, là, bien sûr. Puis c'est sûr que les lettres, au niveau historique, c'est pas une source 100% fiable. T'sais, les personnes viennent raconter ce qu'elles veulent bien raconter. Puis dans la publication, il y a une certaine édition. Colette parfois réécrivait des passages juste parce que c'était pas intelligible, c'était mal écrit. Où elle va venir couper des passages parce qu'il y a toujours une question d'espace là, dans le journal. Mais on va voir vraiment là, des témoignages qui sont, selon moi, crève-cœur d'agression sexuelle, de violence conjugale, de non-reconnaissance du mari sur le travail de la ménagère, et aussi de non-reconnaissance du travail des jeunes filles dans leur famille, de beaucoup de tensions familiales à ce niveau-là, beaucoup de tensions sur l'argent et de l'alcoolisme aussi, là, surtout de la part des maris. Donc, on a beaucoup, j'ai quand même un bon échantillon là, de témoignages comme ça. Et qu'elle va pas toujours répondre de la manière qu'on voudrait qu'elle réponde là, en tant que féministe. Elle va souvent répondre qu'il faut que c'est la responsabilité de la femme de persévérer dans son mariage, Ouch! qu'elle a une responsabilité d'avoir la bonne entente, puis que si ça marche pas, ben il faut qu'elle se résigne catholiquement à endurer l'épreuve pour être plus tard récompensée au ciel. Mais il y a des exceptions. À l'époque, c'est pas le divorce, par exemple. La solution, là, c'est jamais le divorce, mais la séparation de corps, qui est quand même une forme de divorce, qui commence à être acceptée et les gens les correspondantes vont poser la question comment je fais pour en avoir une, à qui je m'adresse. Colette va dire ben consulter un avocat. Et elle va aussi à partir des années 40, les référer aux services sociaux. Donc, il y a plusieurs organismes et services sociaux qui apparaissent là, à partir des années 40. C'est le début du travail social. Donc, il va y avoir et aux femmes qui vont dire bon, moi je suis plus capable, il faut que je m'en aille. Elles vont dire non, non, attendez, utilisez les services sociaux, utilisez la séparation légale parce que sinon vous allez perdre la garde de vos enfants. Donc, c'est quand même des conseils là, toujours très non, non, faites-le comme il faut parce que sinon vous allez ça va jouer contre vous.
Donc, elle utilise quand même bien ça. Donc, il y a quand même elle a quand même une limite là, à ne pas dépasser là, à la résignation au niveau des, au niveau des jeunes filles, ben là, il y a beaucoup moins de choses à faire. Elle dit qu'il faut faire en sorte de. Par exemple, il y a un cas là, d'harcèlement sexuel au travail. Puis elle dit, elle conseille à la jeune fille de quitter son emploi, en fait, parce que c'est la seule manière de sauver sa vertu, puis c'est plus important que son emploi. Parce que sa vertu, c'est son avenir. Donc, c'est un peu ça le minding. Fait que c'est tout le temps un petit peu difficile là, de lire les conseils d'école par rapport à ça, mais en même temps, elle faisait ce qu'elle pouvait dans le respect des normes prescrites par la société catholique. Et elle accueillait quand même ces témoignages-là et surtout, elle les publiait. Donc, ça, c'est quand même important pour moi de souligner ça. C'est dans l'espace public, puis ces témoignages-là n'étaient pas dans l'espace public. Personne ne s'exprimait là-dessus dans l'espace public, même dans l'espace public semi-privé, on n'en parlait pas. Puis, est-ce que tu dirais qu'en une cinquantaine d'années, au niveau du contenu éditorial, est-ce que dans les réponses de Colette, particulièrement pour les questions de genre puis de sexualité, est-ce que tu as comme observé certains changements ou elle reste vraiment comme tout du long là, sur les mêmes positions, par exemple? C'est assez uniforme dans ces 50 années-là. Il faut dire que ces 50 années-là sont assez uniformes au niveau des discours de genre. Faut dire aussi qu'elle elle était déjà pro-travail féminin. Fait que dans cette période-là, on pense souvent aux deux guerres qui a beaucoup changé au niveau du travail féminin ou du droit de vote. Le droit de vote, elle n'en parle pas. C'est comme sa position, c'est de ne pas en parler j'imagine parce qu'elle elle veut pas s'attirer les foudres du clergé. Ou de d'autres personnes bien pensantes de l'époque. C'est mon interprétation. Et sinon, le travail féminin, elle est déjà pour le travail féminin quand il est nécessaire et utile. Elle est pour le célibat s'il est utile et fécond. Oui, c'est fécond qu'elle utilise. Donc, vraiment, au niveau de. C'est comme si c'était un travail repositeur, mais au niveau des idées du travail. Donc, de vraiment se donner une mission dans la vie avec son travail, qui est la plupart des emplois qui est accessible aux femmes de toute façon, qui sont des travails de vocation qu'on dit aujourd'hui, mais qui sont travail quand même. Donc, c'est sûr qu'au niveau du reste des discours de genre, c'est assez uniforme. Elle va quand même se garder au courant des évolutions sociales pour bien conseiller ses lectrices. Là. Elle va continuer à lire les évolutions de ce que les docteurs disent de l'éducation des enfants, par exemple. Pour les cas de séparation, comme je disais, là, elle va suivre les évolutions du travail social pour aller parler, pour référer à la Société catholique de protection et renseignement, par exemple, ou la Cour du bien-être social. Donc, elle va... mais l'affaire qui va changer le plus, c'est qu'elle va publier de plus en plus de témoignages avec les années. Donc, ça, c'est vraiment ce qui vient challenger les normes, c'est surtout les lectrices. Puis, t'expliques aussi dans ton mémoire, là, je vais te citer, que la relation entre les femmes et les médias imprimés est paradoxale, à la fois témoin de leur enfermement dans les stéréotypes du féminin et moyen d'émancipation et de reconnaissance. Puis, j'ai trouvé cette phrase-là vraiment intéressante. Est-ce que tu aimerais nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, je l'ai cherché dans mon mémoire, puis c'est pas moi, mais c'est Julie Roy qui a écrit ça, je la citais. Julie Roy a écrit sur les lettres signées de pseudonymes féminins dans les journaux au 19e siècle. Mais ça s'applique très bien à mon mémoire tout de même. C'est le paradoxe que la page féminine, ça se veut un espace clos. C'est un espace réservé aux femmes, alors que le reste du journal, c'est les choses importantes qui s'adressent aux hommes. Mais donc, c'est un lieu où on va les enfermer dans les stéréotypes de genre
par le contenu publié, mais aussi par le contenu publicitaire. En fait, surtout le contenu publicitaire, c'est les 4 F qui sont Food, Fashion, Family et Furnishing, qui est comme tout ce qui a rapport à la maison. Mais en même temps, c'est un lieu où elles peuvent s'exprimer en envoyant des lettres, faire passer des sujets plus sérieux comme étant féminins, comme l'éducation des enfants ou l'importance de la tempérance contre les violences conjugales. Des sujets qui ne vont pas se trouver dans le reste du journal, en fait. Puis en même temps, elles peuvent lire le reste du journal puis s'éduquer par elles-mêmes et parler de tout ça entre elles. Donc, ça reste aussi un véhicule vers d'autres discussions en présence parce qu'on va il y a aussi certaines preuves dans le courrier qui disaient « Ah, j'ai discuté de ça avec ma belle-sœur, avec mon amie, avec ma mère, puis on n'était pas d'accord sur ce sujet-là. J'aimerais ça qu'on en reparle. J'ai lu votre lettre, puis moi, j'aurais conseillé telle affaire. Ou j'ai lu votre lettre, puis moi aussi, j'ai un témoignage par rapport à ça, puis je vais vous le raconter. Donc, les correspondants vont se répondre là-dedans aussi. Donc, ça reste un moyen aussi de reconnaissance du vécu féminin qu'elles ne sont pas toutes seules là-dedans. Donc, c'est ça le paradoxe. Puis, pour ajouter au paradoxe, ma collègue Marie-Lou Tanguay, elle a fait une maîtrise sur les pages féminines, mais en fait, l'abolition des pages féminines dans les années 70. Et ce qu'elle a dénoté, c'est, elle, c'est le devoir. Par contre, puis ce qu'elle a dénoté, c'est que les sujets dits féminins, donc les sujets qui étaient importants pour les pages féminines, mais qui étaient des sujets très sérieux, là, très le privé et politique, vont pas se retrouver dans le reste du journal après l'abolition des pages féminines. On va juste plus en parler d'éducation des enfants. On va juste plus en parler de violence conjugale. Donc, on va en parler, mais dans les faits divers, mais pas au niveau de quoi faire avec un mari alcoolique, par exemple. Donc, c'est un peu le constat, donc d'où le paradoxe de ça les enferme, mais en même temps, c'est un lieu d'émancipation, même s'il est fermé. Mm-hmm. C'est vraiment un lieu d'échange, puis j'ai l'impression que justement ça répondait à quelque chose de social, comme le fait que les gens puissent s'adresser à ça, puis ça parlait d'enjeux divers qui touchaient le quotidien de tellement de personnes. Fait que une fois qu'on évacue ça, c'est comme s'il manquait quelque chose à quelque part. Oui, ben c'est sûr que le courrier de Colette, là, ça répondait à un besoin. Il y a tellement de lettres, autant les lettres qui sont plus des demandes d'information, comme je disais plus haut, là, vraiment, où est-ce que je m'inscris à l'école si je veux devenir infirmière? Là? C'est quoi la formation? Des choses vraiment plus factuelles. C'est quoi la mode pour ça? Est-ce qu'une robe bleue, c'est correct pour aller à un mariage? Il y en a que c'est ça. Là. Mais ça répondait quand même à un besoin de validation, puis de reconnaissance, puis d'information qui était vital là, à cette époque-là, puis qui n'avait pas d'autres sources d'information que le journal. Si t'es prête, on va passer au deuxième volet de questions. C'est plus des questions comme d'ordre méthodologique. Puis, Oui. moi, j'ai beaucoup aimé ta section métaux parce que d'entrée de jeu, tu te dis féministe, tu dis que tu adoptes vraiment une analyse qui est féministe et assumée. Puis, en tant qu'historienne, est-ce que ça a été difficile à justifier comme grille d'analyse? La réponse courte, c'est non, parce que j'allais à l'UQAM. Donc, à l'UQAM, il y a une concentration en études féministes de l'IREF, qui est l'Institut de recherche en études féministes. Donc, j'étais pas toute seule et quand moi j'ai fait ma maîtrise, donc entre 2017 et 2019, j'avais beaucoup de collègues historiennes féministes. On n'était pas toutes seules. Puis, j'avais un de mes cours de maîtrise, c'était un cours en études féministes. Donc, je dirais que dans mon parcours, la pire affaire qui m'est arrivée, là, c'est que mon prof d'épistémologie de l'histoire, il était clairement contre l'épistémologie féministe, mais j'ai fait mon travail là-dessus et j'ai quand même eu une bonne note. Fait que je me dis, c'était pas si pire. Bonne foi, quand même.
Puis, Oui. justement, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu as eu affaire à des personnes, puis peut-être à des collègues ou à des professeurs, qui t'ont dit que ben, tu faisais pas vraiment d'histoire parce que tu t'intéressais à un magazine féminin, puis que c'était comme pas vraiment important? Non, moi, ça, je l'ai pas eu. Les gens trouvaient ça quand même intéressant parce que je pouvais leur raconter plein d'anecdotes de ce que les gens racontaient dans le journal. Puis, on va se dire qu'il y en a que c'est très, très drôle. Euh, faut- je- pour l'anecdote, là, on avait un petit running gag à l'époque avec les gens en Antiquité. Là. Eux autres, ils nous disaient qu'on faisait des histoires de madame, puis eux autres, ils faisaient des histoires de vieilles roches. Fait que tu sais, c'était équivalent. Excellent. C'était de bonne guerre, là. C'était pas négatif. Puis, ici, là, tu parles de communauté virtuelle ou imaginée qui se crée autour de la courriériste qui répond au courrier du cœur. Puis, d'une certaine façon, est-ce que tu dirais que c'est similaire à une communauté d'abonnés sur Instagram ou sur Tumblr, par exemple? Exactement. Colette, c'est une influenceuse avec une très grande plateforme qui fait vraiment beaucoup de Q&A et on ne sait pas vraiment c'est quoi ses qualifications. Mais elle répond aux questions et les gens sont contents. Euh, donc, dans mon mémoire, là, dans la conclusion, là, j'ai vraiment mentionné que le courrier remplissait les fonctions de Google ou Alexa, par exemple. Parce que oui, il demandait aussi des paroles de chansons vraiment beaucoup, là, d'où Alexa. Euh, Ça remplit aussi les fonctions comme des groupes de mamans sur Facebook, par exemple, parce que les gens ils vont s'épancher sur le fait que leur mari fait rien à la maison ou que dès qu'ils ont des questions par rapport à l'éducation de leurs enfants, aux soins des enfants, ils vont aller sur ce groupe-là. Ou plus largement, les forums où les gens vont juste chercher des conseils ou juste vraiment écrire leurs états d'âme, là, comme sur des blogs. Il y avait des demandes de correspondance. Là, c'est vraiment comme marketplace. Là. Je cherche l'affaire, s'il vous plaît, me l'envoyer. Et ils laissaient leur adresse dans le journal. C'était pas un problème à l'époque, mais il y avait des problèmes de harcèlement. Et Colette a cessé de publier les adresses à plusieurs reprises. Là. Elle cessait, puis elle revenait, puis elle cessait parce qu'il y avait du harcèlement. Donc, comme toute femme sur Marketplace le sait, il y a du harcèlement quand on essaie de vendre des choses, c'est la même chose. Il y a eu aussi, comme on voit avec les réseaux sociaux, là, des histoires euh, un peu folles, là, comme un monsieur qui a retrouvé sa sœur via le courrier après 52 ans sans savoir elle était où. Donc, une belle histoire comme ça, on se croirait à Claire à la marche. Des histoires il y a aussi une grosse mobilisation collective pendant la Première Guerre mondiale avec des marraines de guerre. Dans le fond, ça, c'est des femmes, là, des jeunes femmes, des femmes mariées, peu importe, qui vont écrire à des soldats qui n'ont pas de famille pour les soutenir pendant la guerre. Donc, ils vont lui dire oh, aujourd'hui, j'ai fait ça pour soutenir la guerre, je vous envoie un paquet de cigarettes. Donc, c'est vraiment euh, la, l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est les pages comme le Courrier de Colette. Il y en avait aussi, c'était une page féminine, là, perçue féminine, mais il y avait plein d'hommes qui écrivaient, là, bien sûr. Mais il y avait des pages comme ça dans tous les journaux. Puis qui ne s'adressaient pas nécessairement aux femmes en priorité. Là. Il y en avait qui c'était beaucoup plus général, il y en avait qui c'était tenu par des médecins, il y en avait qui c'était tenu par des juristes. Donc, il y avait vraiment, pour tous les types d'influenceurs, il y en avait. Puis l'ancêtre de ça, c'est les salons littéraires tenus par les femmes bourgeoises où est-ce qu'ils invitaient des gens chez eux et qui parlaient de tous les sujets comme ça qu'il y avait dans les courriers. Donc, c'est vraiment ça l'évolution. Là. Les salons littéraires, les pages dans les courriers, les réseaux sociaux. Puis, pour terminer, je vais te poser les deux questions que je pose à toutes mes invités. D'abord, est-ce que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Puis je vais profiter parce que j'écoute ton podcast puis j'aime beaucoup cette question-là. Puis je vais souligner quelque chose aussi pour les hommes de ton auditoire, s'il y en a. Les hommes pensent toujours que c'est la première fois qu'on entend les arguments contre, peu importe notre opinion féministe. Ils pensent toujours que c'est la première fois qu'on entend, mettons, un argument contre l'avortement, mettons.
OK. Sujet comme ça. Puis ils sont très insultés là, quand on les interrompt, puisqu'on a déjà le contre-argumentaire, parce qu'on l'a entendu plein de fois, cet argument-là. Ça suffit, là. Vous n'êtes pas original, arrêtez. Puis même, je vais vous dire, vous n'êtes pas original avec vos ancêtres. Vous dites les mêmes affaires que vos ancêtres. Ouais, c'est fou, hein, que ça se répète que 100 ans plus tard, il faut quand même faire face encore aux mêmes arguments. Oui, toujours. Mais en tout cas, surtout pour la question de l'avortement, là, ça change pas, ça évolue pas vraiment dans le temps. Puis, je voulais te poser aussi la question, est-ce que tu penses que c'est possible d'être à la fois féministe et chercheur universitaire? Oui, puis petite opinion, je ne sais pas si c'est controversé, mais je pense que plus généralement, tous les chercheurs universitaires devraient connaître le courant d'études féministes, au même titre que nous, on connaît d'autres courants épistémologiques. Même si on ne veut pas l'adopter pour notre recherche, je pense qu'on devrait le connaître juste pour savoir que ça existe, puis éviter les biais qu'on a. Moi, je suis une fière partisane du point de vue situé en recherche, là, donc de savoir d'où on part puis avec quels préjugés on part pour notre choix de sujet, mais aussi nos choix de sources en histoire, nos choix de questions qu'on va poser à nos sources. Donc, c'est important de partir, de savoir de où on part puis de ne pas penser qu'on part d'être la personne la plus objective de la Terre. C'est pas vrai, ça n'arrivera jamais, puis personne n'est capable de se rendre là. Donc, il faut le savoir, puis au même titre que tu dis, ah bon, j'observe mes sources en faisant de l'histoire politique ou en faisant de l'histoire sociale, bien, moi, je fais de l'histoire féministe, c'est un point autant valable qu'un autre, selon moi. Oui, ben en fait, ces deux arguments-là, je les garde en tête parce que je sens qu'ils vont me servir à l'avenir. Je pense que je pose un peu cette question-là aussi pour faire une banque d'arguments. Mais oui, c'est ça. Puis, si je peux te conter une petite anecdote, là, dans un de mes cours de maîtrise, on faisait une critique d'une monographie qui a trait à l'histoire des femmes. Puis un collègue, il commence à poser la question, est-ce que c'est pertinent de faire des études de genre? T'sais? Moi, je le connais, le gars, là. Puis je sais qu'il n'a pas lu un article sur les études de genre. Puis là, bien sûr, il commence à dire ça, tout le monde se tourne vers moi. C'est un cours séminaire. Et que tout le monde se tourne vers moi parce que je suis la féministe de service, bien sûr. Et là, j'y réponds juste rapidement. J'ai dit, informe-toi sur un courant théorique qui a plus de 50 ans d'études avant de commencer. Sinon, on peut argumenter, mais je vais gagner. C'est sûr et certain. Puis, il n'a pas continué. Excellent. Je trouve ça vraiment satisfaisant comme anecdote. Oui, quand même, c'était assez satisfaisant. Puis, en fait, la prof, elle a décidé de reprendre le débat parce qu'elle a vu qu'il y avait un peu de tension dans l'air, là, mais il n'était pas de mauvaise foi au moins, là, c'était déjà ça. Okay. C'était plus le genre de personne qui parle à travers son chapeau très souvent. Il y avait juste... Oui, c'est ça. Mais tu sais, après, je suis allée prendre une bière avec lui, puis j'ai ri de lui. Fait que ça va, c'était un cas. C'est bon. Mais je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment fascinant de t'entendre. Donc, merci beaucoup pour ta présence au podcast. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.